bonjour à tous et bienvenue sur Twitch, sur la chaîne Twitch de la chaîne parlementaire. Bienvenue dans Légistream, une émission dans laquelle nous allons recevoir en direct deux élus, deux parlementaires, deux députés. Et on commence tout de suite avec Laure Miller. Bonjour. Bonjour. On a une demi-heure ensemble. Tranquille, on a du temps pour vous poser plein de questions et vous interroger grâce à mes camarades et collègues. Maël Morin, bonjour. Salut Valérie. Et Hugo Couturier, aka Hugo au perchoir, comme on le connaît mieux sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux. Bah tiens, ça tombe bien, Laure Miller. Ça, c'est de l'intro, ça. Donc, vous avez vu ça? Je travaillais. Je rappelle évidemment que vous êtes député Renaissance de la Marne, mais rapporteur de la commission TikTok. Qu'est-ce qui vous a amené à vous pencher sur ce réseau social en particulier ? Alors, c'est plusieurs rencontres, notamment l'avocate du collectif Algos Victima, que j'ai rencontrée à la fin de l'année dernière, et qui, à travers le récit qu'elle m'a fait des victimes qu'elle défend, m'a alertée en effet sur des gens qui subissent les réseaux sociaux et qui parfois en meurent, des jeunes en l'occurrence, des jeunes filles qui se sont suicidées. Et puis, c'est elle qui m'a dit, viens, on va voir le documentaire qui était celui de France Télévisions et d'Elisa Jadot, sur des femmes qui, à travers le monde, finalement, se battent contre ces plateformes. Les Big Five, bien sûr. Exactement. Et donc, voilà, au sortir de ça, je suis allée voir Guillaume Gouffier-Valente, qui est celui qui m'avait introduit auprès de l'avocate. Et je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose, mais que ça méritait peut-être de travailler quand même le sujet, parce qu'on a souvent tendance, nous, députés, à parfois balancer des propositions de loi pas forcément toujours extrêmement bien travaillées, il faut peut-être l'admettre. Et donc, je trouvais que le sujet, il méritait quand même qu'on s'y arrête un peu, et je trouvais que l'outil de la commission d'enquête pouvait être l'outil le mieux approprié, le plus approprié. Plus particulièrement, je vais préciser ma question. Ce qui m'intéresse vraiment dans le fait que vous soyez rapporteur, spécifiquement vous, de cette commission-là, c'est... Est-ce que vous étiez une utilisatrice de TikTok ? Est-ce que vous avez dans votre entourage peut-être des enfants ou en tout cas des proches que vous avez vus passer des heures et des heures sur TikTok ? C'est ça que je voudrais comprendre. Qu'est-ce qui vous a touché dans ce sujet-là ? Moi, je suis toujours intéressée sur les sujets de l'enfance. J'étais présidente d'une commission d'enquête sur l'aide sociale à l'enfance. Donc c'est un sujet qui me touche beaucoup. Je pense qu'on doit protéger nos enfants de manière générale. Et puis en effet, je pense qu'il faut être aveugle aujourd'hui pour ne pas se rendre compte que les réseaux sociaux, que l'écran, le téléphone nous impactent nous tous de manière générale. Il faut se promener dans la rue, aller à la sortie d'un collège, d'un établissement scolaire de manière générale pour voir qu'il y a eu un changement ces dernières années, qu'on est focalisé sur nos téléphones, que c'est devenu un outil central dans nos vies quotidiennes. On se réveille avec le matin, on se couche avec le soir pour beaucoup d'entre nous, il faut l'avouer. Et donc j'ai choisi en fait de me centrer sur finalement l'élément le plus problématique. J'ai réduit finalement mon champ d'action en me disant qu'est-ce qui est le plus problématique aujourd'hui chez nos jeunes en particulier. Et en effet, TikTok, ça a été un sujet d'ailleurs lorsque j'ai fait adopter cette résolution à la fois en commission et dans l'hémicycle. À l'unanimité, à l'unanimité, oui. Mais certains députés voulaient l'élargir en disant, je vois pourquoi on se consacre seulement à TikTok. C'était une demande de la France Insoumise, notamment. Qui se disait, mais pourquoi TikTok et pas Facebook, Instagram ? Qu'est-ce que vous lui avez répondu ? Alors, j'essaye d'être pragmatique et en l'occurrence, TikTok, c'est le réseau social avec aujourd'hui l'algorithme qui est quand même le plus problématique, le plus vertigineux dans la façon dont il vous enferme dans une espèce de bulle de vidéos infinie. Et par ailleurs, c'est celui qui est le plus utilisé aujourd'hui par notre jeunesse, par les très jeunes notamment. Et donc je me disais qu'en me concentrant sur ce qui avait de plus problématique, ça nous permettait quand même de ne pas avoir un sujet trop large dans lequel on aurait pu se perdre un peu. Si on cible tous les réseaux sociaux, on a tendance à faire ensuite un rapport de 500 pages et finalement il n'en sort rien. Là, vous vouliez de l'efficacité ? Je voulais avoir un objet très précis, très circonscrit qui est celui-ci, en me disant de toute façon, si à la fin on trouve des recommandations très pertinentes et applicables, on peut tout à fait demain les extrapoler et les élargir à d'autres réseaux sociaux. J'ai bien conscience que TikTok aujourd'hui c'est celui-ci qui est problématique, mais que par exemple si on regarde Instagram, copie finalement l'algorithme de TikTok et donc de plus en plus finalement tous ces réseaux sociaux vont avoir la même logique. Donc j'en ai conscience, mais
se focalisant sur celui-ci aujourd'hui, à un instant T, ça nous permettait, à mon sens, d'apporter, et je l'espère, une réponse qui soit la plus efficace possible. Et il y a une question dans le chat, Madame la députée de Prosper, qui dit combien et qui sont les pays dans le monde qui interdisent TikTok aux mineurs? Une simple question que je me pose, et j'irai même plus loin. En France, on a les réseaux sociaux normalement sont interdits aux moins de 13 ans. Le nombre d'enfants qui sont sur TikTok en tant qu'utilisateurs ou en tant que créateurs de contenu est absolument immense. Donc voilà ces deux questions-là. Comment on fait pour appliquer la loi et des exemples à l'international? Alors à l'international, on voit que les choses bougent beaucoup. Ce qui est un peu problématique, j'allais dire aujourd'hui, c'est que les pays parfois qui sont les plus avancés, en tout cas les plus offensifs sur ce sujet, ne sont pas forcément les pays les plus démocratiques. Donc difficile de prendre comme exemple la Chine, sachant qu'on n'a pas forcément envie de copier leur modèle de démocratie de manière plus générale. Mais on rappelle que TikTok c'est chinois à la base. Bien sûr. TikTok c'est chinois, mais en effet, on peut tout à fait prendre cet exemple des Chinois qui ont un TikTok très différent du nôtre, c'est-à-dire qu'ils nous ont balancé le TikTok que vous connaissez tous, mais qui, eux, ont ce réseau social qui est adapté à leur jeunesse, c'est-à-dire sur le contenu. Chaque jeune qui se promène sur TikTok, déjà, ne peut le faire qu'1 heure par jour. Il y a un blackout, c'est-à-dire que TikTok s'éteint à 22h pour se rallumer le lendemain matin seulement. Et puis, dans l'heure pendant laquelle les jeunes, les mineurs peuvent regarder TikTok, en réalité, il y a des contenus à caractère soit patriote, soit éducatif, qui sont régulièrement envoyés à leur jeunesse. Donc, je trouve que ça permet quand même de nous interroger en disant, enfin, si eux ont choisi de réguler de cette façon-là leur réseau social, c'est peut-être et que, en revanche, ils nous envoient quelque chose qui, de toute évidence, a des côtés très toxiques et nocifs. Faut peut-être se poser les bonnes questions. Mais pour répondre aussi à votre question, il y a des pays qui s'engagent. On a l'Australie qui est un exemple, qui a voté une loi pour la majorité numérique, donc pas de réseaux sociaux avant 16 ans. Mais ils se sont donné 1 an pour essayer de voir comment appliquer cette interdiction, avec ces questions, quels réseaux sociaux on va cibler. On ne peut pas tous les mettre aujourd'hui au même niveau. Donc eux, par exemple, en sont au stade où YouTube, ils ont décidé de ne pas le faire, de ne pas l'interdire, parce qu'en effet, il y a des contenus aussi éducatifs et qui peuvent être pertinents. Mais donc on voit bien que chaque pays, la Nouvelle-Zélande hier a annoncé qu'elle voulait faire quasiment la même chose. Chaque pays se pose un peu les mêmes questions, avec la limite, c'est comment est-ce qu'on met en œuvre une interdiction si on pose une interdiction. Et justement, vous vous intéressez au mal-être des jeunes, des mineurs. C'est quoi exactement vous vous intéressez à... C'est des tendances qui sont problématiques, c'est des contenus en particulier qui sont dangereux, c'est quoi exactement ? Il y a plusieurs étages finalement. Alors déjà, je pense qu'il est important peut-être de dire que la santé mentale des jeunes est un sujet fondamental. On en parle beaucoup. Ça a été inscrit comme grande priorité pour cette année, la question de la santé mentale. Et que supprimer demain les réseaux sociaux n'empêchera pas c'est peut-être un faux problème dans le sens où il y a quand même un vrai sujet de santé mentale dans notre jeunesse qui n'est pas que les réseaux sociaux. En revanche, ce que les professionnels qu'on auditionne ont tendance à vraiment nous dire, c'est que ça amplifie un mal-être déjà existant ou une fragilité, une vulnérabilité chez un jeune, le fait d'aller de passer du temps et beaucoup de temps sur TikTok ou sur d'autres réseaux sociaux. C'est-à-dire que ça a un phénomène un peu d'amplificateur plus que de créateur de mal-être chez les jeunes. Ensuite, qu'est-ce qui fait qu'il y a ce phénomène de mal-être ? Il y a évidemment, vous l'avez dit, des contenus qui sont nocifs. Donc il y a ce que le jeune va voir sans forcément l'avoir d'ailleurs sollicité, demandé quand il va sur TikTok en particulier. Moi, j'ai fait le test de créer un compte en mettant une photo libre de droit, je le précise, mais d'un enfant pour me dire déjà est-ce que TikTok va voir qu'en effet j'ai clairement pas l'âge d'être sur ce réseau social. Ok. Ce à quoi il ne s'est rien passé. Votre photo de profil, enfin pour qu'on soit, voilà. Vous avez choisi. Je me suis comme mis si dans la vous peau étiez d'une enfant. Et alors, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire qu'au bout de quelques secondes, j'ai pu évidemment me connecter et très vite, je suis tombée, moi, sur des photos, sur des vidéos de jeunes filles un peu tristes, qui parlaient d'un garçon qui les avait quittées, etc. Et le fait d'être restée sur les vidéos m'a conduit en effet à n'avoir plus que ça. Et assez vite, mais vraiment, quand je dis assez vite, c'est en quelques minutes, à des contenus de scarification. Ok. Et de promotion de la scarification. Ouais. J'allais dire, peut-être un peu dans le même style, par exemple, il y a une tendance, une trend skinny talk qui fait un peu qui fait la promotion de la maigreur. C'est le genre de
Exactement. Le contenu qu'il faudrait viser. C'est le genre de contenu, en effet, qui sont ciblés, dans lesquels, finalement, des jeunes filles, en l'occurrence, mais des jeunes, peuvent se retrouver sans... Encore une fois, c'est ça qui est problématique dans l'algorithme, c'est sans l'avoir sollicité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous, comme moi, on peut aller sur, une recherche sur Insta, faire une recherche ou suivre des comptes parce que ça nous intéresse, etc. Là, on ne demande rien et on peut tomber et se faire très vite enfermer, finalement, dans des vidéos qui... Voilà, et il y a aussi la question de la pédocriminalité, puisque France Info en a fait un reportage il n'y a pas longtemps sur les fameuses emotes pizza ou les emotes, je reprends, pêche, etc. Pour les pédophiles se repérer entre eux. Exactement. C'est, en fait, ce TikTok, comme d'autres réseaux sociaux, c'est un vivier pour ce qui doit tous quand même nous faire frémir. C'est-à-dire et par ailleurs, l'algorithme va proposer à des pédophiles d'autres profils, profils. Bien sûr. C'est un puissant fond, quoi. Ouais. Vous parliez des auditions tout à l'heure, et vous allez donc convoquer des TikTokers identifiés comme problématiques pour les interroger. C'est qui, les TikTokers? Alors, on les a pas encore. Enfin, il y en a énormément. Ophénia, notamment. Voilà, il y a beaucoup de noms qu'on peut tous avoir en tête. Adé Laurent. Enfin, il y en a quelques-uns qui reviennent. Non, mais moi, je connais pas bien. Donc, dites-moi, par exemple, c'est qui ce Adé Laurent et si je le cite, c'est parce que quand je vais dans des collèges ou des lycées dans ma circonscription, je leur demande. Je leur dis, c'est qui ceux qui vous semblent un peu avoir des contenus problématiques. Et souvent, voilà, c'est des personnalités qui peuvent revenir. Alex Kitchen aussi, voilà, et qui proposent quoi? Qui ont des propos extrêmement dégradants et sexistes à l'égard des femmes, vraiment. Entre autres, voilà, principalement c'est ça. Et donc qui véhiculent en effet et puis surtout qui ont créé une communauté qui les suit. Et c'est ce que nous expliquait, on avait une table ronde hier sur les dérives sectaires. Et en fait, voilà, il y a le sentiment un peu d'endoctrinement, d'appartenance à une communauté. Et donc où ce seraient les mêmes mécanismes qu'une secte. On pourrait les associer, quoi. Ouais, on pourrait les associer parce que notamment sur une jeune fille qui parlait de suicide et qui était très suivie, ça a d'ailleurs été signalé, elle a été signalée, des jeunes filles mettaient des commentaires en disant si elle s'en va, c'est-à-dire si elle se suicide, moi je vais faire pareil. Et donc il y a un côté quand même en fait endoctrinement et un peu sectaire. J'allais dire, vous avez lancé une grande consultation citoyenne justement pour recueillir un peu les avis de tout le monde. Alors, je te laisse préciser peut-être comment on fait pour y aller. Oui, alors sur Internet, sur le site de l'Assemblée. Voilà, exactement. Il faut le dire parce que c'est super, on peut tous... aller faire la consultation. Moi, je l'ai faite et vous demandez des exemples d'influenceurs, de comptes en tout cas, qui seraient problématiques d'une façon ou d'une autre. Votre but, c'est quand même pas de cibler les comptes, mais en tout cas de les responsabiliser, au-delà de la plateforme, de responsabiliser les créateurs de contenu? Honnêtement, non, parce que je pense qu'on n'arrivera pas à les responsabiliser. Le fait de pouvoir en auditionner quelques-uns nous permet peut-être, à travers l'audition qu'on aura, de pouvoir essayer de comprendre peut-être déjà leur lien avec TikTok. Est-ce que TikTok, en effet, les incite à poursuivre en la matière et voilà, est-ce qu'ils ont conscience aussi peut-être de ce qu'ils peuvent susciter, provoquer chez les jeunes? En revanche, voilà, ils sont adultes, responsables. Sur ces plateformes-là, de toute façon, en tant que streamer, je connais à peu près l'économie du sujet. L'un des trucs les plus importants pour les faire changer, ça va être la monétisation. Oui, voilà, je pense que vous devez déjà avoir ça en tête, notamment pour vos recommandations, de forcer TikTok à couper certains peuvent se faire du 6 000 €, 8 000 € par mois, parce que la monétisation de TikTok marche très bien. Et c'est comme ça aussi qu'ils attirent du monde. Et après, là, je présuppose, mais je pense que ça va être une des plateformes. Et justement, dans vos auditions, est-ce que vous avez prévu notamment de auditionner, alors je ne connais pas son nom public, mais le Roi des Rats, qui est un youtubeur qui a beaucoup alerté sur justement les dérives de TikTok et d'autres sur YouTube, etc., et qui a fait un énorme travail, qui intervient dans des écoles de journalisme, etc. Est-ce qu'il est prévu dans les auditions? Alors, on n'a pas arrêté, pour être tout à fait honnête, on n'a pas encore arrêté les noms des personnalités. En fait, il y en aurait énormément. Et en même temps, c'est vrai que c'est important de le faire, mais on ne va pas pouvoir faire tout le monde auditionner tout le monde. Donc, il faut qu'on essaye de trouver un panel, entre guillemets, représentatif et pertinent. En tout cas, je dis aux gens qui nous regardent, allez follower le Roi des Rats. Et si aussi, est-ce que vous avez
prévu d'interroger les services secrets, la DGSE ou la DGSI, parce que je présuppose qu'ils doivent quand même scruter les réseaux sociaux pour les signaux faibles, parce que c'est vrai que les adultes ne sont pas forcément sur TikTok et peuvent passer à côté de certains éléments. Donc est-ce que vous avez prévu... Les services de l'État, de manière générale, on a prévu. Eux, je ne sais pas si ils auront la capacité d'être auditionnés, en tout cas filmés comme... À huis clos, normalement, vous pouvez faire des auditions. Ça peut être des choses qui se font à huis clos, ouais. Et pour clore ce chapitre sur les auditions, peut-être aussi les dirigeants de TikTok. Oui, c'est tout à fait, c'est prévu. C'est qui? C'est quoi? Ce sont des gens qui sont en Chine? Est-ce qu'on a des représentants en France? Comment? Expliquez-nous. Oui, il y a des dirigeants, il y a des responsables français. Donc, en effet, c'est eux... Alors, je ne sais pas si vous avez en tête, mais le Sénat avait auditionné. Et donc, on a reçu les sénateurs la semaine dernière qui, honnêtement, nous disaient qu'il n'y avait pas grand-chose à attendre de ces auditions parce qu'ils nous disaient mot pour mot, ces dirigeants préfèrent passer pour des idiots plutôt que de répondre réellement aux questions qu'on leur pose. En revanche, ça peut être intéressant quand même, ne serait-ce que pour le grand public, de les mettre face, filmés en direct à l'Assemblée nationale, de les mettre face à leurs contradictions, en leur montrant peut-être des contenus qui nous semblent problématiques pour entendre leurs réponses. Mais en effet, déjà, comme vous le dites, l'organigramme n'est pas connu, donc on arrive à retrouver des noms et on a quand même un dialogue avec certains d'entre eux, mais tout ça est quand même très opaque, volontairement. Et justement, à propos des dirigeants de TikTok, vous avez dit ils ne sont pas neutres, il faut qu'on puisse trouver comment qualifier leurs responsabilités. Ça veut dire quoi pour vous, ils ne sont pas neutres? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a peut-être pas tous conscience de ça, mais aujourd'hui, les plateformes, et particulièrement TikTok, sont de simples hébergeurs. C'est-à-dire on considère, la réglementation aujourd'hui considère qu'ils hébergent du contenu, et c'est ce qu'eux revendiquent. Et qu'ils n'en sont pas responsables. Et qu'ils n'en sont donc pas responsables. Ouais. Alors, à l'inverse du droit des médias, où aujourd'hui, si vous publiez dans votre journal des insultes à l'égard de quelqu'un, l'éditeur du journal est responsable, y compris pénalement, de ce qu'il publie finalement. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour les plateformes, et c'est un des enjeux. Et c'est ce qui peut un jour peut-être conduire à les responsabiliser et à les faire changer. C'est qu'en effet, si demain ils deviennent des vrais éditeurs du contenu, ce qui est le cas, ils ne sont pas neutres. L'algorithme met en avant volontairement, et ils mettent en avant certains contenus parce que ça leur rapporte à la fin, in fine, plus d'argent. Donc ils ne sont pas du tout neutres, mais ils sont considérés par le droit aujourd'hui comme de simples hébergeurs. Donc ça, c'est évidemment un levier pertinent, mais c'est à l'échelle européenne que ces choses-là peuvent se réaliser. Et en parlant de ça, indirectement, il y a Vince qui dit bonjour LCP, TikTok a été sponsor du Tour de France avec une caravane publicitaire. Est-ce vraiment la place d'un réseau sur cette manifestation? On peut penser au Festival de Cannes. C'est ce que j'allais vous dire. Effectivement. Ouais, bien sûr. Comment, du coup, faire quand on a des opérateurs comme ça qui deviennent sponsors de gros événements? C'est des vraies questions. On est dans une économie de marché, on fonctionne de cette façon-là, donc on ne peut pas leur interdire ce genre de démarche. Mais ça nous pose questions sur, peut-être de manière générale, sur le pouvoir du politique sur des géants de l'économie aujourd'hui, que sont les plateformes, quoi. C'est des gens qu'on ne peut pas ignorer. On peut considérer qu'on en a parfois besoin parce qu'en effet, ils ont une influence énorme sur l'information qui circule, la communication. Mais il faut avoir conscience quand même des limites et que, encore une fois, notre sujet, c'est la protection des mineurs. C'est pas du tout de faire, de supprimer la liberté d'expression sur les réseaux de manière générale, d'interdire ces réseaux sociaux. C'est comment est-ce qu'on arrive, nous, à protéger nos jeunes parce qu'ils sont pas armés de la même façon que nous, on peut l'être quand on y va. Vous parliez de l'Europe à l'instant. Expliquez-nous. Il y a une vraie différence en fait entre le traitement français et donc hexagonal de ce que nous on pourrait faire ici et la législation européenne. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait différence? On a choisi collectivement au sein de l'Union européenne à déléguer cette compétence sur le numérique donc au droit de l'Union européenne. En soi, ça peut paraître assez cohérent et ça l'est sans doute. Maintenant, l'enjeu, c'est que chaque pays, et nous particulièrement, on doit pouvoir faire évoluer les choses et faire pression, entre guillemets. Le DSA est ça ne va pas bloquer. C'est là où je voulais... C'est un vrai sujet. C'est-à-dire que votre travail est super intéressant, ça va nous alerter, mais après, si l'Europe dit... Exactement. Il faut avoir conscience des limites, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas... On parlait du fait de changer leurs responsabilités, de les qualifier d'éditeurs. On ne peut pas aujourd'hui le faire, nous, seulement en France, de la même façon que l'interdiction de l'accès aux réseaux sociaux, la
majorité numérique, toutes ces choses-là, on a la limite en effet du droit européen. Donc la bonne nouvelle, c'est que le DSA qui a vu le jour et qui est en phase d'application va nous permettre de réguler à l'échelon européen. La mauvaise nouvelle, c'est qu'en effet, on a perdu une part de notre souveraineté et peut-être qu'il faut réinterroger. Voilà, on va avoir une nouvelle présidence de l'Union européenne cet été. Peut-être que ça mérite de réinterroger peut-être les choses. Est-ce qu'il ne faut pas récupérer un petit peu de notre souveraineté sur ce sujet ? C'est d'autant plus compliqué que c'est des sujets sur lesquels les plateformes sont hyper mouvantes. On a vu Facebook qui d'un jour à l'autre dit on change nos manières de modérer. Et qu'en plus, quand il faut prendre la décision à 27, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est lourd, et donc forcément... Il y aura toujours un retard, du coup. Et à 27, il y a la Roumanie. Oui. Vous allez voir où je vais en venir avec la fameuse élection présidentielle avec Georgescu, je crois de son nom, qui a été élu sans faire campagne dans les médias, mais uniquement sur TikTok. Alors pas élu, mais qui était... Oui, enfin pardon, qui était, excusez-moi, le lapsus, mais qui est arrivé en tête aux élections. Et qui a donc été retiré de ces élections. Parce qu'il avait pas déposé de compte de campagne, je crois que c'était oui, enfin, ils ont trouvé un moyen moyen de l'évincer de... Ça, Non, ça pose des vrais sujets pour nos démocraties. Donc évidemment, il faut pouvoir interroger la façon dont nous, on peut agir. Mais je trouve que ce que les auditions commencent à... et puis le débat actuel, qui est quand même très grand public, nous interroge sur le fait qu'on va jouer un peu au jeu du chat et de la souris et qu'on sera toujours en retard. Parce qu'évidemment, elles sont hyper puissantes, ces plateformes, et qu'ils arriveront toujours à contourner une règle parce qu'ils voient bien, en plus, ils sont tout à fait lucides, et ils voient bien qu'en effet, pour que nous, on bouge à 27, eh ben le temps est forcément un temps long et qu'eux ont une rapidité pour modifier en effet leur stratégie qui est sans commune mesure. Mardi prochain, le chef de l'État devrait annoncer plusieurs référendums d'après les informations du Figaro lors de cette interview sur TF1. On sait qu'il y a quelques temps, il y avait des rumeurs d'un potentiel référendum sur notamment l'exposition aux écrans des enfants. On est dans le sujet. Est-ce que vous souhaitez, vous, que ce référendum ait lieu ? Alors, je n'ai pas d'informations sur le fait qu'ils puissent proposer ce sujet. Moi, je pense que c'est un bon sujet. Les Français sont tout à fait lucides là-dessus et sont plutôt demandeurs, en tout cas, d'une intervention de l'État, des pouvoirs publics là-dessus, notamment les parents, pour les aider. Donc, il y a Gabriel Attal déjà qui avait lancé l'idée aussi sur les téléphones portables. Ouais. Il y a cette espèce de conférence. Au-delà du référendum, de toute façon, il y avait quelque chose sur l'enfance qui était comme une espèce de convention citoyenne qui est je crois que c'était sur le temps scolaire. Voilà, mais... pour s'intéresser aux enfants, l'enfance, etc. Au-delà de ça, j'en reviens quand même à cette question qui est, est-ce que j'ai l'impression qu'on ne pourra pas faire grand-chose tant que l'Europe n'interdira pas. Ma question, c'est est-ce qu'il ne faut pas se battre au niveau européen ? Je pense que les deux doivent être envisagés. Il faut à la fois faire pression et être un pays moteur sur la question. Et ça, en effet, je crois qu'on ne l'est pas encore, mais qu'il faut absolument qu'on le devienne. Et il y a quand même je trouve qu'il y a quand même un mouvement qui se fait. Beaucoup de parlementaires sont intéressés par le sujet et ont conscience qu'il faut pouvoir avancer beaucoup plus vite sur le sujet. Donc il faut qu'on soit moteur pour influer en effet sur ce qui peut se passer à l'échelon européen. Mais je pense qu'il y a tout un tas de leviers qui peuvent être à notre portée au niveau national. La vraie question, c'est est-ce qu'il faut interdire, pas interdire l'accès... Et alors vraiment, histoire d'aller au bout de la démarche, et les parents dans tout ça, parce que donc, du coup, on demande aux enfants, en tout cas, vous posez des questions dans les collèges, dans des lycées, vous prenez des infos, c'est super. C'est quoi le retour que vous avez des parents ? On le voit notamment dans le documentaire qui est excellent d'Elisa Jadot qu'on avait reçu par ailleurs ici dans l'émission qui s'appelle Z. Mais l'idée, c'est que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur les réseaux sociaux et qui connaît bien le sujet. On voit, il y a cette maman espagnole qui réussit à retourner finalement tous les parents pour leur dire mais en fait finalement c'est pas celui qui n'a pas de téléphone portable qui doit être isolé, mais c'est l'inverse. Voilà, je trouve que l'histoire elle est super belle. Est-ce que vous pensez qu'elle peut se reproduire ? Est-ce que c'est pas finalement un message peut-être presque vous voyez, comme une pub qu'on passerait à la télé pour dire vous aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire là-dessus ? Bien sûr. Ouais. Moi, je suis convaincue que de toute façon, il n'y a pas une seule bonne solution pour résoudre ce sujet de l'accès aux écrans, aux réseaux sociaux chez les jeunes. C'est plein de solutions qu'il faut pouvoir combiner. Et une des solutions, c'est la sensibilisation. Donc évidemment, à l'égard des parents, à l'égard des enfants. Aujourd'hui, il y a un gouffre
gouffre entre des parents qui peuvent être hyper sensibilisés, hyper volontaires et qui ont les moyens de le faire, c'est-à-dire voilà, une disponibilité pour leur enfant, la capacité de leur offrir d'autres activités, de les mettre dans des écoles, voilà. Et évidemment, ces parents-là, il faut sans doute quand même déjà, on le sent quand on en discute avec eux, beaucoup de volonté pour tenir. C'est dur, bien sûr. Et chaque année qui les rapproche du collège puis du lycée, c'est vraiment très complexe. Donc déjà, je les admire beaucoup. Mais il y a un gouffre entre ces parents et d'autres parents qui ne sont pas du tout sensibilisés au sujet. Moi, je voyais, j'ai un quartier un peu plus difficile dans ma circonscription à Reims où des travailleurs sociaux m'expliquaient que pour certains parents, c'est une source de fierté de voir un enfant très jeune, leur enfant qui a un téléphone, qui sait s'en servir, qui sait s'en servir, qui sait reproduire des chorégraphies, etc., même à 2-3 ans. Oui, et qui, même quand on leur met un livre, essaye de zoomer sur les pages. C'est aussi des témoignages que j'ai de directrices de crèche qui voient en effet ça au quotidien, dans les écoles, dans certaines écoles, des directrices, des instits qui disent qu'en effet, elles récupèrent à 3 ans des enfants qui ont déjà passé, mais qui passent au quotidien plusieurs heures sur les écrans, et en effet, elles voient les effets nocifs. Donc je pense que pour le coup, il nous manque clairement un message qui soit, et c'est ce qu'on essaye aussi de démontrer avec les auditions des professionnels de santé, un message un peu de santé publique, c'est-à-dire la commission écran avait déjà bougé, mais on est arrivé l'année dernière à un moment où avec la dissolution, paf, on est passé à autre chose. À côté, et je trouve que malheureusement, on n'a pas encore sensibilisé assez. Il faut des messages de publicité, je suis d'accord. Il faut que dans tous les cabinets médicaux, on ait un espèce de placard. Au moment où on a interdit la cigarette, au moment où on a interdit l'alcool, il y a des décennies, pour les mineurs, on a eu ce message de santé publique qui a été fait, où les gens se sont dit, oula, en fait, c'est nocif pour la santé de nos enfants. Et il faut qu'on ait exactement la même chose pour responsabiliser et pour informer ceux qui ne le seraient pas encore et qui pourraient vraiment de bonne foi se dire qu'en fait, le téléphone, il n'y a aucun problème avec ça chez les plus jeunes. Et il y a une question de Popink qui demande, est-ce que la députée Laure Miller est sur les réseaux sociaux, s'en sert-elle et serait-elle prête à ne pas s'en servir ? Alors oui, je suis sur les réseaux sociaux, pas forcément tous, j'ai de la marge en la matière, mais c'est un vrai levier d'information aujourd'hui. Si on veut pouvoir faire passer des messages à l'égard de nos électeurs, des habitants de nos circonscriptions, on a besoin aujourd'hui des réseaux sociaux. Et puis, moi, j'avoue, sans difficulté, je trouve qu'il y a évidemment une forme de dépendance. Enfin, moi, il m'arrive de passer du temps sur Instagram avant d'aller me coucher. Surtout en séance, vous avez du temps aussi parfois. On a des séances. Alors, je remarque aussi parfois certains qui en effet, ne font pas que travailler sur... On voit les écrans. Pas pendant vos discours. Non, évidemment, jamais. Évidemment, vous jamais. Sagement. Non, bien sûr. Mais bien sûr, il y a une addiction. Ça nous interroge tous sur. Mais d'ailleurs, le seul débat qu'on peut avoir dans chacun de nos foyers, de dire attention, pas d'écran sur nos enfants, etc., doit nous interroger aussi. Quand vous dites à votre enfant qu'il ne faut pas regarder la télé, mais que vous êtes sur votre téléphone en même temps que vous lui parlez, il y a un problème de cohérence. On en a tous conscience, mais on est tous un peu accros, en effet, à notre téléphone portable. Et juste, j'allais dire, parce que là, on aborde des nouvelles mesures qu'il faudrait prendre. On en parlait tout à l'heure. Il existe déjà une loi qui fixe une majorité numérique pour pouvoir s'inscrire sur les réseaux sociaux. Et quand on est en dessous, il faut l'autorisation des parents. Est-ce qu'elle est vraiment suivie, cette majorité numérique? Et dans ce cas-là, est-ce que, plutôt que d'avoir de nouvelles mesures, il ne faudrait pas voir comment renforcer ça? J'ai jamais vu sur TikTok ou nulle part le besoin de rentrer une carte d'identité, un truc Non, bien sûr, officiel. ça n'est pas... Non, parce que cette loi qui est celle de Laurent Marcangeli, les décrets d'application ne sont pas sortis parce qu'en fait, elle est, entre guillemets, bloquée par la validation de l'Union européenne. D'accord. Donc, encore une fois, on en revient à un sujet de compétences qui peuvent nous bloquer ou nous amener à nous poser une autre question en se disant, bon, là-dessus, il faut absolument faire du lobbying dans le bon sens du terme, c'est-à-dire être un État fort engagé pour pouvoir faire bouger l'Union européenne sur ce sujet-là. En parallèle, on peut utiliser d'autres leviers, nous, en droit interne, sur notamment l'accès au téléphone. Si on n'arrive pas à bloquer les plateformes et à les faire évoluer, regardons quel est l'outil qui est celui qu'on utilise pour accéder aux plateformes, qui est le téléphone portable, pour voir comment est-ce qu'on peut limiter l'accès aux plus jeunes. J'ai une dernière question. Est-ce que vous avez déjà, parmi vos contacts,
des streamers, des... Ben non, mais des... Tu penses à quelqu'un en particulier? Non, mais des TikTokers, des YouTubeurs qui seraient prêts à vous suivre, qui seraient prêts même à lancer un message. Non, mais je pensais à... Alors, pardon, je pensais à des très, 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 très connus. Bientôt toi, mais pas encore. Non, mais je pensais à des Squeezie, enfin voilà, des très, très grands noms comme ça qui seraient prêts à vous suivre là-dessus. J'ai pas de contact particulier à ce stade, mais en effet, il faut. Mais ça pose quand même la question. Des McFly et Carlito qui seraient prêts aussi peut-être à vous suivre. On fait une chanson qui s'appelle TikTok Girl. Par exemple. Qui n'était pas très bonne, mais qui existe. Mais qui existe. Non, mais voilà, ça serait l'idée aussi. Ça pourrait être l'idée. Toutes les solutions, encore une fois, ça ne changera pas la donne, je le crois, parce qu'en fait, il y a les contenus nocifs aujourd'hui ou les contenus problématiques attirent beaucoup plus l'œil de nos jeunes que des contenus à caractère préventif et qui les incitent à arrêter. Mais en effet, plus évidemment on aura des personnes influentes sur les réseaux sociaux qui s'engageront, mieux ce sera pour en effet convaincre nos jeunes qu'il faut faire attention. Eh ben, on va suivre ça de très très près. On avait plein d'autres questions à vous poser, mais c'est un sujet qui est super intéressant. Il faudra faire un live TikTok pour en parler. Voilà, non, on fera un live. Vous reviendrez sur Legistream et sur Twitch pour en parler en direct. Merci beaucoup, Laure-Mire, pardon. À bientôt. Et puis, voilà, vous reviendrez pour nous en parler. Je vous laisse céder votre place à Julien Gauquel. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour. Et on accueille tout de suite Julien Gauquel. Bonjour. Bonjour. Installez-vous pour un tout autre sujet. On pourrait parler de TikTok aussi. Vous avez un compte TikTok? Non, même pas. Bah voyez, vous n'êtes pas concerné. Vous n'avez même pas Twitter, voilà. Enfin, un Twitter pas actif. Alors j'ai un Twitter pas très actif. Je suis Twitter surtout pour regarder un petit peu ce qui se dit. Mais je ne suis pas très actif sur Twitter. J'essaie d'être actif plus spécifiquement sur Facebook, sur LinkedIn et sur Instagram. Les réseaux sur Instagram, sociaux, j'y suis quand même, vous inquiétez pas, je suis pas encore assez vieux pour ne pas y être. Mais même les plus anciens d'ailleurs sont parfois plus actifs que certains. Connaissez-vous Charles de Courson? Charles de Courson d'ailleurs est exceptionnel dans ce domaine. C'est pour ça qu'on fait la vanne. Je vous présente quand même. Donc vous êtes député socialiste du Nord. Et le Nord, c'est ArcelorMittal. Voilà. Non, mais c'est vrai. Pas que. Évidemment, dans l'actualité. Là, ce qui nous intéresse, c'est la suppression de 636 postes, malgré les aides de l'État. Il y avait une réunion hier sur l'avenir d'ArcelorMittal. Est-ce que vous y étiez ? Oui, j'y ai participé. C'était une visioconférence à l'initiative du ministre de l'Industrie, Marc Ferracci. Absolument. Visioconférence qui avait pour but à la fois pour le ministre d'écouter les représentants syndicaux des différents sites touchés par les suppressions de postes et par le contexte effectivement qui touche la sidérurgie nationale et européenne. Et bien entendu les élus locaux. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette réunion ? Mais qu'elle arrive un peu tard, mais elle était nécessaire au regard des annonces qui se sont déroulées il y a 15 jours de la part d'ArcelorMittal. Tardif parce qu'il y a eu un certain nombre d'alertes qui ont été faites auprès du ministre, auprès du gouvernement. Je vous parle de ça parce que ce matin, vous l'avez peut-être entendu, il y a Xavier Bertrand qui était très en colère. Il a participé d'ailleurs, il a tenu le même type de discours d'ailleurs. À cette réunion, et il était très en colère ce matin sur France Info, et notamment en colère vis-à-vis de François Bayrou. Il lui a clairement dit pourquoi vous n'étiez pas là. Pourquoi le Premier ministre n'était pas là et qu'attend-il pour intervenir ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Je vais vous raconter une anecdote. La semaine dernière, quand j'ai posé ma question au gouvernement, ma question au gouvernement était précisément adressée au Premier ministre. Absolument. Évidemment, je savais que Marc Ferracci allait me répondre. Néanmoins, je voulais que le Premier ministre prenne la mesure de ce qui était en train de se dérouler dans ce cadre-là et qu'effectivement, est-ce que le contexte de débattre ou de recevoir un certain nombre de groupes politiques et parlementaires sur la question de la proportionnelle était un élément d'actualité par rapport à ce qui touche un certain nombre de familles, de salariés de la sidérurgie française, notamment sur nos territoires. Il n'a même pas attendu la fin de ma question. Il s'est levé à 30 secondes. Il est parti, il est revenu quelques minutes plus tard, il a laissé Marc Ferracci répondre, mais ça m'a en tout cas envoyé un message, ça a envoyé un message à toute la sidérurgie et à celles et ceux qui sont touchés par ce contexte, ça a envoyé un message comme s'il n'avait rien à faire, ou ne prenait pas la mesure du sujet, donc on n'a pas entendu sur le sujet. Et effectivement, là où je partage ce que dit Xavier Bertrand, ça n'a pas toujours été le cas, mais on s'entend plutôt bien Xavier Bertrand, et on est tous sur une union sacrée des élus locaux et régionaux pour défendre la sidérurgie, et ça c'est important. On sait qu'on travaille dans le bon sens et dans le même sens pour bien entendu défendre notre sidérurgie, notre souveraineté industrielle. Assez rare pour être souligné. C'était aussi le cas de votre élection. On rappelle la particularité de votre élection. Absolument. Effectivement. L'union sacrée. Exactement, et donc c'est comme ça qu'on a évoqué en tout cas le travail dans
le même sens et ça prouve bien qu'on peut travailler politiquement intelligemment et pragmatiquement. Et donc, effectivement, je partage ce que dit Xavier Bertrand, comme un certain nombre, où le Premier ministre aujourd'hui est malheureusement très silencieux sur cette question. Voilà. Qui est pourtant une question de souveraineté industrielle et surtout sur la question de la production d'acier en Europe et en France. Mais est-ce qu'on s'y attendait pas un peu à la situation là, avec ArcelorMittal après ce que les journalistes Astruc et Fresnier avaient qualifié de tragédie de la gauche avec Florange il y a 12 ans Est-ce qu'on s'y attendait pas finalement que ça arriverait tôt ou tard, que Mittal allait de nouveau, je ne vais pas dire trahir ses engagements, mais de nouveau fermer des usines en France ? Il y a une part d'éléments qui pouvaient nous permettre de penser qu'il y aurait des agissements de la part de Mittal, mais il fonctionne au rapport de force et il est très sensible aux aides publiques. C'est comme ça, c'est une multinationale. L'Exmi Mittal fonctionne comme cela. C'est d'ailleurs le pouvoir des multinationales sur l'ensemble des gouvernements, et c'est là qu'à un moment donné, il faudrait peut-être armer la puissance publique pour avoir un peu plus la main. 300 millions d'euros en 2023. Alors, il y a peut-être des propositions de loi spécifiques dans ce cadre, des mesures à adopter. En tout cas, on est en train d'y réfléchir. Et il y a effectivement peut-être une mainmise de l'État sur une entrée au capital, une nationalisation éventuelle. Il y a des éléments aujourd'hui qui sont un peu sortis de toutes parts, mais la question qui se pose aujourd'hui à notre sens, d'abord, c'est qu'il y ait une réponse de la part de Mittal. Là où effectivement, il y a vous le disiez, il y avait peut-être des éléments qui étaient tangibles. On savait qu'effectivement, qu'il y aurait des délocalisations sur les fonctions de support. C'était pas forcément quelque chose que l'on abordait avec positivité, mais il y avait en tout cas ces indicateurs-là. Moi, ce que je remarque, pour avoir eu un certain nombre d'alertes et des échanges avec l'ensemble des représentants syndicaux, c'est que depuis 9 mois, il y a effectivement un processus qui s'est enclenché de la part du groupe Mittal avec un changement de comportement clair et net sur, en tout cas, ses ambitions stratégiques en Europe et en France. Il y a le contexte de la concurrence déloyale, les importations aujourd'hui, notamment de l'acier chinois ou indien, aujourd'hui, sont complètement en train d'inonder l'Europe, et donc ça crée effectivement toutes ces difficultés-là. Il y a ce besoin, cette nécessité d'une réponse européenne, et donc les mesures du plan acier qui ont été d'ailleurs présentées et bien accueillies par les sidérurgistes dont ArcelorMittal en mars dernier, peuvent nous permettre effectivement de pouvoir envisager peut-être enfin... Alors, plan acier, il faut peut-être le préciser. Plan acier, des mesures, c'est-à-dire aujourd'hui que vous avez 30% aujourd'hui d'importation d'acier qui vient d'États tiers, notamment indiens et chinois. Et donc, le but du jeu, c'est d'avoir un quota à 15% pour permettre de le réduire à 15%. Mais c'est important de le préciser. De souveraineté européenne et voilà, d'avoir aussi une protection commerciale spécifique, d'avoir de la taxation carbone, bien évidemment, au niveau européen, qui permettrait effectivement de pouvoir éviter cette concurrence déloyale, de garder cette concurrence loyale spécifiquement pour la production chinoise, et donc de garder notre souveraineté industrielle. Et là où on ne comprend pas, c'est que c'est la mise en application de ce plan acier qui est très difficile, qui est long. Comment vous l'expliquez, ça ? C'est toujours la difficulté de l'Europe, c'est toujours la difficulté qui s'est basée sur du contexte législatif. Qui s'est basé sur l'acier, l'Europe. Ouais. Exactement. Avec Jean Monnet. Ouais. Exactement. Et donc, si vous voulez, on se retrouve encore une fois... Elle expliquait à des salariés, elle expliquait à des habitants, elle expliquait à tout à chacun que Donald Trump est capable aujourd'hui de taxer en moins de 48 heures par décret, que les Chinois sont capables de subventionner massivement en l'espace de quelques heures et en l'espace de quelques jours l'ensemble de leur production d'acier à bas coût et à bas carbone, pendant que nous mettons 6 mois, 1 an à mettre en place des mesures qui sont nécessaires et rapides à mettre en place. Et quand je vous parlais du processus tout à l'heure qui nous a effectivement amené à avoir ces difficultés, ces suppressions de postes, on a pu voir effectivement qu'au premier semestre 2024, Roland Lescure, à l'époque ministre de l'Industrie, est venu annoncer un certain nombre d'aides publiques spécifique pour un projet de décarbonation, notamment à Dunkerque, puisque c'est le principal site sidérurgique européen. Bien sûr, il y a d'autres sites en France, il y a Florange, il y a Bassindre et autres, mais sur mer. Mais le projet phare, c'est le projet de décarbonation à Dunkerque, avec la question de la neutralité carbone à l'horizon 2050, avec une baisse d'émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Je rappelle quand même que... Et qui le porte, ce projet, du coup ? Alors, normalement, c'est ArcelorMittal à 1,8 milliard, mais on se rappelle avec une aide publique de 850 millions d'euros de la part de l'État, sauf qu'ils suspendent au mois de novembre. C'est un Ulcos 2.0. Oui, notamment. Mais, et donc, on a effectivement aussi ces alertes de projets qui ne se font pas, d'outils de production qui ne sont pas maintenus, de sous-effectifs dans les sites de production, notamment, je le dis par rapport au fait que je le connais à Dunkerque. Et vous avez la démission de Mathieu Gel, qui est le directeur industriel, celui qui porte le projet de décarbonation à un moment donné dans les mois qui ont suivi, c'est-à-dire en début d'année, qui est parti, et un changement complètement de comportement, de communication entre les élus locaux et Arcelor. S'ensuit derrière
effectivement des indicateurs qu'on avait, c'est-à-dire des délocalisations de fonctions support et donc des suppressions de postes dans les fonctions support qui étaient effectivement prévues. Là où il y a une inquiétude et là où on n'est pas rassuré, et là où on a été très désagréablement surpris, c'est que ce sont des postes dans les outils de production, et notamment sur les outils de production dont on a besoin et qui sont déjà en sous-effectif, qui ont été annoncés. Donc ça prouve une forme de saignée, une volonté peut-être certaine de désengagement de la part d'ArcelorMittal, ou une volonté de rapport de force qui pourrait permettre éventuellement d'avoir des réponses au niveau européen. Aujourd'hui, les échanges qu'il y a entre Marc Ferracci et ArcelorMittal, c'est qu'ils veulent effectivement une application rapide des mesures du plan acier dont on évoquait tout à l'heure, et effectivement ça tarde. Et donc à la fois s'il y a cette réponse d'application rapide des mesures du plan acier, Mittal devra prendre un moment ses responsabilités et répondre à cette simple et unique question. Est-ce qu'ils veulent encore rester, produire en acier, produire de l'acier en Europe et en France? Alors aujourd'hui, c'est cette question-là. Donc c'est pour ça que les élus locaux, c'est ça aujourd'hui la détermination qui est la nôtre, c'est d'accueillir une table ronde clairement avec l'État, avec l'Europe, Stéphane Séjourné, avec Marc Ferracci, éventuellement le Premier ministre. Mais l'État, il s'est fait avoir dans cette histoire. Mais se retrouver effectivement avec une réponse claire de Mittal, du groupe Mittal. Est-ce que vous voulez encore rester en 2012 se posera la question à un moment donné de la reprise en main de notre outil industriel, de notre outil de production et de notre souveraineté spécifique. D'une nationalisation. Pourquoi pas? Ça peut être un élément qu'on met sur la table. En 2012, Arnaud Montebourg avait déclaré au moment de l'affaire avec Florange, nous ne voulons plus de Mittal en France parce qu'ils n'ont pas respecté la France. Et il y avait eu Ils ne respectent pas grand-chose de leur engagement pour le moment. Est-ce que vous souhaitez qu'ils partent du coup, comme Arnaud Montebourg? Moi, je souhaite qu'ils répondent. La question, c'est aujourd'hui d'avoir une forme de respect vis-à-vis des salariés, de respect vis-à-vis des élus locaux, de respect vis-à-vis du gouvernement français, avec toutes les aides publiques qu'ils ont obtenues. Ils en ont eu 300 millions. Vous dites eux-mêmes qu'ils ne respectent personne. C'est de la naïveté, ça, un peu, ou c'est de la fausse naïveté? Est-ce que vous ne faites pas une Hollande 2.0? Vous ne faites pas une Hollande 2.0 avec Florange? Est-ce que j'ai une tête de François Hollande? Vous siégez à côté de lui, c'est vous qui voyez. Ah non, je siège au-dessus de lui, c'est pas pareil. Non, mais voyez ce qu'on veut dire, est-ce que c'est quoi? Là, vous tenez un discours pour... parce que vous êtes un peu obligé politiquement de tenir ce discours-là, ou est-ce que dans le fond, vous êtes déjà un peu dans l'après? Il faut anticiper l'après. Et aujourd'hui, la question qui doit être posée sur la table, c'est d'avoir une réponse de la part du groupe Mittal. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas anticiper, qu'on doit arrêter de subir et qu'il faut ne pas faire preuve de passivité et effectivement de naïveté. Et ça, c'est dans les mains du gouvernement français, c'est dans les mains aujourd'hui de la Commission européenne. Et donc à partir de ce moment-là, il faut clairement qu'on ait une volonté de la part de la puissance publique de réagir pour ne pas perdre les emplois, pour poursuivre l'activité, préserver nos outils de production et lancer les projets de décarbonation. C'est ça l'avenir. Non mais c'est quoi l'échéance là les 636 postes, les 636 familles là. C'est tout de suite, c'est dès ce mois-ci qu'il faut des réponses. Okay. Si on n'a pas ces réponses-là, je rappelle quand même que le projet de décarbonation du site de Dunkerque, c'est 3 ans de travaux, donc ça veut dire 2 hauts fourneaux électriques qui vont devoir être reconstruits. Mais qui sont même déjà lancés. Non, ils ne sont pas encore lancés. Les études sont lancées. Les études sont lancées, Aujourd'hui, il y a une suspension depuis novembre 2024. C'est ça. Voilà. Et donc, si vous voulez, s'il n'y a pas de projet de décarbonation, vu le temps et vu les objectifs, en tout cas, de France 2030, si on n'a pas lancé ça, c'est la pérennité du site. Et donc, c'est clairement cela qui est remis en cause. Et sur la nationalisation, je reprends, parce qu'il y a un chapitre qui est dédié à Florange, dont un président ne devrait pas dire ça. Quand même, effectivement. Et selon le Fonds stratégique d'investissement, dans un document transmis fin novembre 2012, l'hypothèse d'une nationalisation partielle de Florange à l'époque, il y aurait eu un investissement total de 1,1 milliard d'euros sur la période 2013-2015. L'argent qu'on a donné à Mittal là dernièrement, c'était 300 millions en 2023 et plus d'1 milliard au total. Est-ce que finalement on n'aurait pas dû nationaliser Florange en 2012 et est-ce qu'on doit du coup plutôt investir maintenant dans l'usine à Dunkerque? C'est la question qu'on peut se poser naturellement. Il faut mettre. Je vous la pose. Alors oui, mais réellement, après, je n'ai pas aujourd'hui tous les tenants et les aboutissants du modèle économique. Aujourd'hui, il ne faut pas non plus se leurrer, même s'il y a effectivement une baisse d'activité, même s'il y a une concurrence déloyale, Arcelor continue de gagner de l'argent. C'est quand même cela aujourd'hui qu'il faut prendre en compte. Et ils continuent d'ailleurs, ils étaient hier en train de distribuer la dividende quand ils annoncent des suppressions de postes il y a 15 jours. C'est quand même assez paradoxal et je dirais malvenu. La question de la nationalisation, elle est posée sur la table. Nationalisation partielle ou nationalisation totale. Elle est posée par qui? Elle est posée par tous les... Même le ministre Marc Ferracci, c'est dit ouvert. Pour l'instant, il est dans une logique effectivement d'avoir des réponses de la part de la Commission européenne pour mettre en application les mesures du plan acier et donc de mettre face à ses responsabilités avec une réponse claire et nette le groupe Mittal. Donc il s'est dit ouvert.
Il n'est pas fermé, mais il n'a pas ouvert la porte non plus. C'est pas une claire sur la volonté de nationalisation. Elle est réclamée par un certain nombre de personnalités politiques. Elle est aujourd'hui posée comme un élément effectivement qu'il faut peut-être stratégiquement mettre sur la table. J'ai pas aujourd'hui les tenants et les aboutissants pour vous dire effectivement si le modèle économique de la nationalisation serait la bonne idée. Il y a effectivement la reprise de l'outil de production, et aussi à un moment donné le rachat de ces sites du groupe Mittal. Donc il y a tous ces éléments aujourd'hui avec les chiffres et des montants qu'on n'a pas à l'heure actuelle pour pouvoir les arbitrer, en tout cas avec beaucoup de clairvoyance. Et justement, on disait que l'État a versé des centaines de millions d'euros d'aides publiques. Vous disiez à l'instant que hier encore, ArcelorMittal distribuait je ne sais combien de dividendes. Est-ce que ArcelorMittal doit rembourser alors que... Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'à partir du moment où il y a 1 euro d'argent public qui est dépensé, il doit y avoir des garanties fermes derrière de maintien et en tout cas de conditions nécessaires, en tout cas à la préservation de l'emploi, etc. sur la question des aides publiques. Et effectivement, quand on supprime des postes, on n'est plus sur le respect des aides publiques qui ont été... C'est l'État qui s'est fait avoir. On sent, c'est ce sentiment-là qu'on a, bien évidemment. Comme en 2012. Bien sûr. Et c'est en tout cas, le groupe Mittal fait ce qu'il veut aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on est en train de réfléchir avec le groupe socialiste, avec Boris Vallaud, la proposition d'une loi d'urgence, notamment sur la question de la mise sous tutelle par l'État des outils d'ArcelorMittal pour pouvoir effectivement mettre en application en tout cas toute l'activité, poursuivre l'activité, préserver les emplois et garder une forme de mainmise, de reprendre notre destin en main sur la souveraineté de la production d'acier en Europe et en France notamment. C'est entendu, on vous a bien entendu là-dessus. Je voudrais qu'on passe à un autre sujet, les déserts médicaux. Vous êtes membre du groupe d'études sur les déserts médicaux et donc on va revenir sur la proposition. Alors, proposition de loi transpartisane, bien sûr, mais portée par Guillaume Garot et qui veut tout simplement, bien sûr, oui, pardon, socialiste, bien sûr, et comme vous, voilà, c'est ça, socialiste comme vous, non, pardon, c'est vrai, voilà. Tu as bien fait de le préciser, parce que nous on le sait, mais pas forcément tout le monde. Ma question, c'est, la proposition de loi est très simple, 4 articles, avec un fléchage, voilà, un fléchage. Autrement dit, la contrainte. Pourquoi ça passe pas ? Je suis désolé de vous dire une chose. Je pense qu'à un moment donné, on se retrouve dans une situation où 87% du territoire national se retrouvent dans un contexte de désert médical. Que vous avez 8 millions de Français qui sont dans un désert médical, 6 millions sans médecin traitant. Moi-même, j'ai été maire d'une commune avant d'être député qui s'appelle La Grande, à côté de Dunkerque, où je me suis retrouvé avec en 2010 10 médecins et en 2020, quand j'ai été élu maire, avec quasiment 0 médecin. Voilà, donc effectivement, le vieillissement de population, il y a aussi le vieillissement des médecins. Il y a eu vous avez proposé des choses, parce qu'on connaît des villes et villages où on met à disposition un cabinet, on essaye d'attirer les médecins comme on peut. Alors, il faut que ce soit bien fait. Face à un manque de structure en matière de loi, il y a eu beaucoup de politiques incitatives, beaucoup de millions d'euros des collectivités aujourd'hui qui se sont mises à appliquer un certain nombre de mesures incitatives et pourtant on se retrouve toujours dans la même situation. Donc à la fois la question de réguler, ça veut dire que réguler dans 87% des territoires, vous avez la liberté de vous installer dans 87% des territoires qui se retrouvent dans un désert médical. Dans 13% de ces territoires qui sont surdotés en médecins généralistes, vous devez passer par l'ARS s'il y a une cessation d'activité. Je ne vois pas. Je pense que c'est plutôt une logique d'être proche de la question de donner la capacité d'avoir des soins et d'avoir un suivi médical pour les Françaises et les Français dans les territoires aujourd'hui qui sont dépourvus. Alors attendez, je vais préciser ma question. On entend dans les manifestations, notamment des jeunes, des étudiants en médecine, moi je ne fais pas 10 ans d'études, voire plus, pour qu'on m'impose mon lieu de travail. À côté de ça, est-ce que vous comprenez cet argument ou est-ce que vous vous dites oui, mais c'est s'éloigner peut-être un peu de la vocation de médecin qui est, par ailleurs, de soigner des gens là où ils sont malades? Vous avez répondu à la question que vous avez vous-même posée. Moi, je le dis. Elle est efficace, Valérie. Elle est efficace. C'est pour ça qu'elle est là. Moi, je comprends. Je peux comprendre effectivement. Il y a un certain nombre de collectivités qui ont travaillé sur l'incitation d'installation, sur l'attractivité. Et spécifiquement, il y a des démarches qui ont été enclenchées par des départements, qui ont été enclenchées. C'est le cas du département du Nord, par exemple, ou du département de Saône-et-Loire, sur la question des centres départementaux de santé. Il y a la question des intercommunalités, où effectivement, vous avez des bourses, vous avez des aides à l'installation, vous avez des ARS qui font des aides à l'installation. Ce sont quand même un certain nombre de millions d'euros. Est-ce qu'aujourd'hui, on a résolu le problème? Non.
Est-ce qu'à un moment donné, vous êtes en train de vous dire que la régulation des médecins généralistes, c'est l'alpha et l'oméga, c'est ce qui va permettre de tout résoudre? Non, effectivement, parce qu'effectivement, il y a une problématique aujourd'hui de désert médical et qu'il faudra un petit moment pour le résoudre. Mais qu'est-ce que vous dites concrètement? Qu'est-ce que vous dites concrètement? Je dis simplement qu'ils ne sont pas les seuls à être régulés. Absolument. Voilà. Il y a que, mais bien sûr. Mais non, mais c'est vrai. Pardon, mais c'est la réaction de Valérie qui me fait. Je dis clairement, les infirmiers sont régulés, les pharmaciens sont régulés. Absolument. Voilà, d'autres professionnels, quasiment l'ensemble des professionnels de santé sont régulés. Et donc vous seriez prêt à aller plus loin dans un cadre d'urgence, où vous avez quand même des Français qui n'ont pas la capacité de pouvoir avoir un rendez-vous médical, c'est aujourd'hui une logique d'urgence. Et donc il faut aussi un peu comprendre la volonté de régulation. Vous regardez je dis régulation dans 13%. On passe par l'autorité de santé avant de pouvoir se permettre de pouvoir être dans une zone surdotée. 87%, vous avez la liberté d'aller s'installer. Donc dans un contexte d'urgence et dans un contexte de vocation, qui est la vocation d'être du côté des médecins. Sauf si effectivement il y a une cessation d'activité. Bien sûr. Voilà. C'est pas un peu tard. Pardon, non, mais c'est pas un peu tard. Vous êtes socialiste, vous avez été au pouvoir de 2012 à 2017. Je suis député depuis. Oui, je sais bien. Vous avez François Hollande en dessous. Est-ce que vous êtes allé dire je suis sous Mitterrand au passage, vous savez. Moi, sous Jospin. Chirac, tout ça. Après, c'est pas une compète, mais. On peut remettre ça sur tout le passé. On peut faire retourner vers le futur, si vous voulez. Non, mais vous comprenez bien la question d'Hugo. Ça arrive un peu tard cette réflexion. Alors, il y a eu déjà des initiatives de Guillaume Garot dans le passé, mais il n'arrivait pas à obtenir effectivement un certain nombre de députés derrière sa proposition de loi pour la faire passer. Là, il y a quand même, je rappelle, un groupe transpartisan, donc ça veut dire que ça dépasse le cadre simplement du groupe socialiste, et donc ce qu'il a porté est aussi d'origine transpartisane, et donc il y a eu un gros travail de la part du groupe transpartisan. Il y a 255 députés, ce qui n'était pas le cas avant. Bien sûr. 255 députés qui sont favorables et qui ont signé cette PPL. Donc il y a effectivement des éléments tangibles. Il y a plus de 1600 élus locaux qui ont signé une tribune. D'accord, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant une fois que... Très bien, mais comment on fait pour les convaincre ou comment on fait? Est-ce que c'est la contrainte? Est-ce qu'on décide à un moment donné, comme en Allemagne, vous connaissez vous avez dû regarder le système allemand, peut-être. Voilà, il y a eu un rapport du Sénat qui a été rendu l'année dernière justement sur ce sujet. C'est la contrainte. Alors, c'est pas le même fonctionnement. Il y a des lenders, donc c'est beaucoup plus régionalisé. Oui, on peut pas tout comparer. Il y a décentralisé, exactement. J'entends. Il n'empêche que ça fait des années qu'il fonctionne sur la contrainte. Il n'autorise les médecins à s'installer et les spécialistes que dans des endroits où il y a un besoin. Exactement. Mais moi, je pars du principe que ce n'est pas une mauvaise solution de réguler, qu'elle ne doit pas être considérée comme une contrainte. Ça peut être effectivement considéré comme une contrainte parce qu'effectivement, on leur dit voilà, on ne peut pas choisir où on veut aller. Mais je rappelle, je le dis depuis le départ, 87% du territoire national, c'est une liberté. C'est ouvert, ouais. Voilà. Donc, c'est ouvert. Et vous savez, moi-même, en étant maire, j'ai dû me battre pour aller chercher des médecins généralistes. Et quand je voyais toutes les aides à l'incitation qui existaient, incitations qui étaient des incitations d'État et de l'ARS, je les recevais. Ils me disaient ah oui, mais qu'est-ce que vous me donnez en plus? Et certaines communes qui ont plus de moyens que la mienne ont eu la capacité de pouvoir accueillir des médecins parce qu'ils se permettaient d'avoir une convention spécifique sur 3-4 ans avec une somme d'argent spécifique, cadrée évidemment, qui leur permettait de faire la différence. Ça veut dire qu'on se retrouvait moi-même maire impuissant face à une situation comme si on était dans un mercato de football. J'étais Clermont et d'autres étaient le PSG. Voilà. Alors, pour pas dire Dunkerque et le PSG. Voilà. Allez l'OM. Très bonne. Alors voilà, c'est ce que j'allais dire. Très bonne référence. Oui, mais je parle finance, je parle pas sport. Très bonne référence par rapport au match de ce soir. Mais donc voilà, je me suis retrouvé moi-même dépouillé. Ça veut dire que vous avez celles et ceux qui peuvent se payer des médecins et celles et ceux qui peuvent pas s'en payer. Avec l'immoralité que ça amène derrière. C'est-à-dire que vous recevez un médecin, vous dites je mets toutes les dispositions pour vous accueillir dans une commune qui a un certain nombre d'habitants, qui a un besoin en suivi médical, des patients qui sont dépourvus aujourd'hui de rendez-vous médicaux. Et on me dit ah oui, mais vous donnez moins que le voisin. Ouais. Vous trouvez-vous ça normal à l'époque d'aujourd'hui? Non, mais voilà. Bien sûr, mais la question... Et je le dis avec mon expérience de maire parce que je me suis battu pour en avoir. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement? Alors, donc, les incitations financières, c'est compliqué parce que vous venez de l'expliquer, il y a des différences entre les cagnottes de chaque ville, etc. Très bien. Est-ce qu'il ne faut pas tout simplement aller parler peut-être aux étudiants en médecine? On a donc ouvert le numerus clausus, il a même disparu en fait.
Donc on sait qu'on va former, mais ça va prendre du temps pour qu'ils soient plus Mais la formés. proposition de loi ne s'arrête pas simplement qu'à la régulation. Il y a aussi une volonté d'ouvrir une première année de médecine dans chaque département. C'est pas le cas aujourd'hui. Absolument, c'est vrai. Il y a aussi la volonté de... Mais ça, vous savez bien que ce sera efficace dans 10 ans. Oui, mais il faut bien partir d'un départ. Très bien. Si vous voulez à un moment d'avoir des résultats, il faut bien le lancer, ce qui n'a pas été lancé avant. La question, c'est l'urgence là. C'est est-ce que il y a quand même aussi, il faut rappeler quand même une volonté. Donc cette volonté-là, il y a aussi la volonté de maîtriser le nombre d'années de remplacement, parce que vous avez un certain nombre de médecins qui usent du remplacement. Donc limité à 4 ans. Il y a aussi la volonté pour les patients de ne pas surtaxer celles et ceux qui malheureusement n'ont pas de médecin traitant. Parce qu'aujourd'hui, il y a une surtarification. Et puis vous avez la question de la permanence des soins aussi qui est dans cette proposition de loi. On ne s'arrête pas simplement qu'au cadre de la régulation. La régulation, je rappelle, est un élément effectivement peut-être et certainement contraignant dans l'esprit des internes. Mais est-ce que tout le monde a bien compris le sens aujourd'hui de l'urgence finalement ? De celles et ceux qui se retrouvent. Moi-même, en permanence, je recevais des personnes qui n'avaient pas de suivi médical, qui n'avaient pas la capacité d'aller sur Doctolib, qui n'avaient pas la capacité de pouvoir obtenir un rendez-vous médical dans des délais impartis, et qui ont refusé, qui ont arrêté, qui ont renoncé aux soins. Et j'ai vu malheureusement des personnes qui m'ont dit qu'ils devaient aller chez le médecin, et il est malheureusement décédé. Oui, il n'a pas pu. Parce que ça a mis un temps pas possible. À ce sujet-là, il y a une question de Vince qui témoigne, qui dit « Mon ancien médecin qui est parti à la retraite, il faisait des heures de dingue, 8h, 13h à son cabinet, 14-16 en domicile, 16h20 cabinet. Attendez, c'est pas fini. Aucun ne veut faire ses horaires en campagne. Ne faudrait-il pas les salarier auprès des communes en tant que maire ?» D'anciens maires, pardon. Ça ne remet pas en cause aujourd'hui une problématique d'attractivité. Et l'un des enjeux principaux pour les médecins aujourd'hui, c'est aussi de gagner du temps médical. Donc il faut aussi travailler à effectivement l'attractivité du métier de médecin, du rôle de médecin. Il faut gagner du temps médical, et donc il y a effectivement cette attractivité, ce travail aussi qui est mené en lien avec les collectivités. Il y a des centres départementaux de santé, c'est un exemple. On va en ouvrir une dans la commune où j'étais maire dans les prochaines semaines, centre départemental de santé. Ça permettra, dans un lieu dédié, la collectivité intercommunale prend en charge l'ensemble des locaux et met en application, fait les travaux spécifiques cadrés pour les professionnels de santé pour qu'ils puissent travailler dans les meilleures conditions possibles. Le département salarie les professionnels de santé sur la base d'une rémunération sur la fonction publique hospitalière. Et donc, ça permet aussi à des médecins, ou même des médecins retraités, de pouvoir se retrouver dans une maison pluridisciplinaire, effectivement salariée. Alors, ça permet à des retraités, ça permet aussi à des médecins qui veulent peut-être se lancer, de faire quelques heures de consultation dans la semaine. Et ce n'est pas un médecin traitant, c'est un ensemble c'est l'ensemble de la maison pluridisciplinaire départementale qui permet effectivement d'avoir un suivi médical de l'ensemble des patients qui viennent. J'allais dire, il y a un autre... Ça peut être aussi pas que des généralistes, ça peut être un dentiste, ça peut être... Bien sûr, avec d'autres spécialités, bien sûr. Il y a un autre texte qui vient du Sénat, celui-ci, qui propose plutôt, lui, d'accepter l'installation de médecins dans les zones surdenses, donc avec déjà beaucoup de médecins, à condition qu'ils s'engagent à aussi exercer dans des zones moins denses. Est-ce que ce n'est pas un entre-deux qui peut... Ça peut être un débat. Moi, je ne suis pas fermé aujourd'hui, il ne faut pas rester restrictif. La question, c'est trouver en tout cas la bonne formule qui permet de ne pas mettre en difficulté aujourd'hui les patients qui ont besoin d'un médecin. Alors, les zones rurales aujourd'hui sont des zones prioritaires de santé, des zones périurbaines aujourd'hui sont dépourvues. Donc on voit effectivement, vous voyez, je voyais par exemple dans la Nièvre le dispositif Flying Doctor. Vous imaginez que la collectivité fait venir des médecins pour des consultations en avion. Par avion, oui, bien sûr. À un moment donné, est-ce qu'on ne se pose pas la question que chacun vient avec son petit dispositif et toutes les aides à l'incitation et tous les moyens publics qui sont liés à des collectivités territoriales prennent des mesures parce que l'État n'est pas présent ou n'a pas pris la mesure de la structuration qu'il fallait prendre en compte. Voilà. Donc il a eu la fin numerus clausus, il y a le numerus apertus. Les effets de tout cela, on les aura d'ici 10 ans. Oui. Mais en tout cas, il y a une situation d'urgence. Peut-être que ça évoluera dans 10 ans quand finalement on aura un nombre de médecins plus adéquat et qu'on n'aura pas ce contexte de déserts médicaux. Donc il faut effacer ce problème de désert médical. Mais ça n'enlève en rien la problématique reliée à l'attractivité de la fonction du médecin aujourd'hui. D'ailleurs, le médecin aujourd'hui n'est plus le médecin de famille qu'on a connu avant. Le médecin de famille veut travailler 72 heures par semaine, venait la nuit. D'ailleurs, les gens sont restés très attachés à ce fonctionnement du médecin de famille. Et aujourd'hui, vous avez des médecins qui sont des médecins qui font un certain nombre d'horaires, qui veulent aujourd'hui avoir une vie à côté, c'est normal. Ça, on ne peut pas leur reprocher du tout. Aujourd'hui, il faut quand même 3 médecins pour faire ce que faisait un médecin de famille que l'on a connu tous quand on était gamin. Est-ce que... donc... Pour en revenir au point de blocage, est-ce que les manifestations qu'on a pu voir en France et un peu partout sur le territoire, elles vous effraient, ou en fait vous dites
en fait, finalement, à vous entendre, peu importe, la solution, vous l'avez et elle sera celle-là. C'est pas, je vous l'ai dit, c'est pas l'alpha et l'oméga. C'est une situation où il faut structurer à un moment donné un contexte national. Et donc il faut à un moment donné se dire, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a effectivement des dispositifs incitatifs au niveau des collectivités territoriales, mais il faut aussi un cadre national. Et donc si on veut à un moment donné inciter et avoir de la présence médicale dans des territoires qui sont sous-dotés, il faut effectivement peut-être amener de la contrainte. Ok. Mais ce qui ne veut pas dire aujourd'hui que c'est une victoire. Et ce qu'on a tout résolu en faisant cela. Mais en tout cas, dans le cadre actuel de la situation dans laquelle nous sommes, il faut à un moment donné recadrer et mieux équilibrer en tout cas la présence territoriale de la part de médecins généralistes. Non, très rapidement, vu qu'on est déjà en fin d'interview, vous êtes vice-président du groupe d'amitié France-Taïwan, même si c'est à vocation internationale, parce que Taïwan n'est pas un pays... Président du groupe France-Japon. France-Japon aussi. Je suis très asiatique. C'est pour ça. Non, mais j'ai pensé à vous parce que ce matin, j'étais avec un compatriote qui vit à Taïwan en visio. Et on en est où de la reconnaissance de Taïwan? Est-ce que vous travaillez sur ce sujet-là pour que la France reconnaisse Taïwan ou on craint encore l'ogre chinois? C'est un contexte compliqué. Je ne vais pas vous répondre parce que je n'ai pas tous les éléments aujourd'hui en cours. Je n'ai pas participé encore au groupe Taïwan parce que j'étais plus actif et les groupes d'amitié se sont créés assez récemment. Et j'étais plus sur l'animation du groupe France-Japon que ma présence sur le groupe Taïwan. Je devais d'ailleurs me déplacer à Taïwan dans les prochains jours, mais je n'ai pas pu y aller puisque le contexte d'ArcelorMittal m'amène à rester sur le territoire. Taïwan, c'est un élément aussi important de ma circonscription puisque une gigafactory avec les batteries de chez Prologium va s'installer dans les prochaines années. Ça devrait démarrer en 2027. Donc il y a aussi cet enjeu d'investissement, de rapport effectivement économique avec Taïwan. Et effectivement, le contexte international et les problématiques diplomatiques entre la Chine et Taïwan sont aujourd'hui des éléments sur lesquels on a forcément un regard. Et il y a aussi des éléments qui sont à clarifier dans l'avenir. Oui. Eh ben on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir participé à ce stream en direct. Et puis merci à vous deux d'avoir participé à Légistream. Et on se retrouve sur Twitch de LCP lundi pour Lundi c'est politique à 18h avec Laurent Marcangeli dont on a parlé en première partie. Bien sûr. Et pas de stream mercredi prochain puisqu'il y a l'audition de François Bayrou en commission d'enquête. Ce sera pour la semaine d'après. Priorité au direct. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao. Salut tout le monde. Bonsoir.